Parlons bagarre. Est-ce que Piotr Jan est sur le point d'avoir 3 défaites de suite à l'UFC? C'est quasi inimaginable et pourtant il a de nouveau un gros challenge face à lui. Il rencontre Merab Dvalishvili, on va donc parler de ce main event de ce week-end. Merab est sur 8 victoires d'affilée dans la division des bantamweight. Ça en dit long. C'est un profil qui est très compliqué à aborder pour n'importe qui. Ce sera la première fois qu'il combattra en 5 rounds. On s'attend à ce qu'il soit très compétent sur 25 minutes. Et Piotr Jan, un évidemment des meilleurs combattants qu'on connaisse à l'UFC, un des plus complets. Donc un très chouette combat et on analyse ça tout de suite. Alors rapide introduction, ils sont tous les deux extrêmement similaires dans leur carrière professionnelle en MMA. Évidemment, Piotr Jan a déjà eu pas mal de combats pour le titre à l'UFC, donc il a une plus grosse expérience, on va dire, dans les combats importants face à des gros profils. Donc 16 victoires, 4 défaites pour Piotr Jan, 15 victoires, 4 défaites pour Merab, complètement similaire. À l'UFC, 8 victoires pour 3 défaites du côté du Russe, 8 victoires pour 2 défaites à l'UFC du côté de Merab. Sur les derniers combats, on a une victoire contre José Aldo, une défaite par disqualification contre Aljamain Sterling alors qu'il était en train de largement dominer le combat. Ensuite, une victoire contre Cory Sandhagen, incroyable combat. Une défaite contre Aljamain Sterling et finalement une défaite contre Sean O'Malley. Donc la carrière récente de Piotr Jan, c'est vraiment des combats du plus haut niveau de la division. Pour la plupart qui sont serrés. Le seul combat qui n'a pas été serré récemment pour Piotr Jan, c'est face à José Aldo. Il a complètement dominé et finalisé. Cory Sandhagen, c'était compétitif. Il gagne largement la décision. Je pense que les juges ont donné 49-46. Mais c'était quand même très compétitif. Et ça peut faire partie de ses défauts. C'est qu'il n'est pas assez convaincant dans ses victoires par décision récemment. Notamment les 2 derniers combats. Certes, c'est controversé. Contre Aljamain Sterling, c'est très serré. Ça se joue sur le premier round. Pour moi, c'est le bon score. Et Sean O'Malley, c'est encore plus controversé. Encore une fois, ça se joue sur le premier round. Je le donnais à Piotr Jan, mais je vois clairement l'argument pour Sean O'Malley. Donc, c'est un travail qu'il doit faire sur lui-même. Parce que c'est pas la première fois qu'on peut le critiquer sur le manque de clarté sur certains des rounds de ses combats. Et bah voilà, là, la leçon à tirer, c'est ça, parce qu'il est sur 2 défaites serrées de suite, mais au final, officiellement, il est sur 2 défaites d'affilée. Du côté de Merab, on est un peu plus convaincant. On est sur une série de 8 victoires. Les 4 dernières, c'est Dodson, Stamann, Moraes, Aldo. 3 décisions, Moraes par finish, un finish incroyable dans lequel il a fait preuve d'un excellent menton. Et donc ça va être intéressant évidemment dans ce combat parce qu'on sent que Merab est extrêmement compliqué à finaliser. Alors on va un peu parcourir les forces et faiblesses des 2 profils. Je vais aller très rapidement là-dessus même si c'est relativement important. Et du coup les forces et faiblesses ça se transforme en opportunités et risques pour le combattant adverse. Donc du côté de Piotr Jan, dans les forces, ce que moi j'ai noté c'est que c'est un striker complet. Il est très bon quand il engage, il est très bon en contre et il est bon à toutes les distances. Donc, étant donné qu'il est très souvent plus petit que ses adversaires, notamment quand il a combattu contre O'Malley, contre Cory Sandhagen, contre Sterling, c'est des grands en taille de la division, donc il devait avoir des stratégies, des stratagèmes pour pouvoir casser cette distance. Il utilise beaucoup de shift, on va voir ça dans les analyses vidéo après. Il est très fort au clinch. Son clinch est absolument vicieux et de manière générale, son pied-point est vicieux. S'il arrive à avoir le top control, ce qui n'est pas trop souvent le cas, quand il l'a, c'est ultra vicieux. Donc il l'obtient souvent sur des takedowns des défenses de takedown parce qu'il l'engage pas très souvent en lutte et pour moi ça a été problématique dans sa stratégie face à Sean O'Malley. Tu peux être aussi confiant que tu veux en ton pied-point quand tu rencontres quelqu'un comme Sean O'Malley qui est plus ou moins de base unidimensionnel, il devient complet. Mais là, Piotr Jan aurait dû mettre beaucoup plus de lutte dans sa stratégie, dans son game plan. Debout, très bonne pression. Et alors, défensivement en lutte, il est incroyable. Il a une lutte défensive, je ne vais pas dire hors norme, mais vraiment excellente, parmi les meilleurs. Et en plus de ça,
même quand il se fait amener au sol, c'est difficile de le maintenir. D'ailleurs, ici, j'ai les statistiques. Takedown defense, 90%, 90%. Contre Aljamain Sterling, la revanche, il se fait amener au sol que 2 fois sur 22 essais. Donc ça représente les 10% de réussite de Sterling. Maintenant, je mets un point d'attention là. Les 2 takedowns réussis ont suffi à Sterling à s'assurer la victoire, la prise de 2 rounds. Donc ça c'est important, c'est pas parce qu'il a une très bonne takedown defense que ça l'assure de garder les combats debout et que ça l'assure de prendre tous les rounds. Donc ça il faut faire attention. En pied-point, il touche son adversaire 5,31 fois par minute, ce qui est un volume de jeu élevé, et il se fait toucher que 4,03 fois, donc il a aussi cette capacité à plus toucher et moins se faire toucher en retour. Du côté, non pardon, sur les faiblesses de Petr Yan, c'est devenu un slow starter depuis qu'il combat sur 5 rounds. Donc quand il est arrivé à l'UFC, il était très dangereux dès la première minute. Il a d'ailleurs des finishes au premier round. Depuis qu'il combat en 5 rounds, on a l'impression qu'il veut être un peu plus dans l'observation, dans l'analyse en début de combat et combattre crescendo, avoir un genre de diesel. Donc il augmente l'intensité du combat, le volume de son jeu au fil des rounds. Le problème, c'est que quand tu fais ça, tu laisses vite glisser les 2 premiers rounds entre les doigts et ça te met face au mur, ça te met une grosse pression dans le 3e round. Alors moi, j'avais beaucoup d'espoir sur le dernier combat face à Sean O'Malley parce que c'était en 3 rounds et je me suis dit, ok, il va reprendre son ancien style, il va refoncer dès le premier round et au final, quand tu regardes le volume du premier round, je pense que j'ai les stats faciles d'accès ici. Le premier round, on est à 19 frappes pour Petr Yan, alors qu'il passe à 24 dans le 2e round. Donc il a augmenté entre le premier et le 2e, et le premier était encore relativement... Je veux dire, 24 frappes qui touchent, c'est pas peu, mais c'est pas énorme non plus. C'était aussi un combat qui a commencé plutôt lentement, et encore une fois, quand tu commences et que le premier round est serré, tu te mets face au mur dans un combat de 3 rounds parce que tu es obligé de prendre le 2 et 3. Et c'est ça qui lui a coûté notamment la victoire contre Sterling, selon moi, c'est que le premier est serré, il laisse passer le 2e en mode observation, et dans le 3e, il y a Sterling qui fait un gros travail de lutte, qui obtient l'amener au sol, qui va chercher le contrôle et qui s'assure le 3e round, et en quelque sorte la victoire, parce qu'il considérait qu'il avait 1, 2, 3, et que du coup, s'il survivait et que Petr Yan n'arrivait pas à le finaliser dans le 4 ou le 5, ce qui s'est produit, eh ben, il avait le combat. Donc c'est devenu un slow starter, et puis j'en ai déjà parlé, il n'est pas toujours convaincant dans ses rounds. Il laisse trop ses adversaires avoir des rounds compétitifs contre lui qui sont pas ultra clairs aux yeux des juges, et donc il prend des risques. Et malheureusement pour lui, les décisions ont souvent été contre lui. Donc il peut se plaindre comme il veut, mais il y a des leçons à tirer. Là, c'est tu dois contrôler tout ce que tu peux, et voilà, si tu te rends compte et tu considères même que les juges sont contre toi parce qu'ils t'aiment pas, tu peux aller jusque-là. Ta leçon à tirer, c'est mec, maintenant, sois convaincant. Ne laisse aucune chance au juge de dire ah, c'est serré, je laisse à Merab le round. Non, non, non. Maintenant, tu prends tes rounds, tu fais comme José Aldo. José Aldo, c'est vraiment ça, une de ses nombreuses grandes compétences, c'est sa capacité à être convaincant. Quand il sent qu'un round est serré, sur les 20 dernières secondes, il accélère et il s'assure le round. Du côté de Merab, dans les forces, j'ai dit c'est un chien. Ce mec, c'est un chien. Son surnom est nickel par rapport à son profil. La machine. C'est vraiment une machine. Il a une intensité de combat. Il a un cardio. Et en plus de ça, il est compétent dans la fatigue. Donc son dernier combat contre Aldo, on l'a vu fatigué dans le 3e round. Est-ce que c'est un indicateur qui fatiguera dans le 4e et 5e si on y arrive contre Petr Yan? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que le combat était en altitude. Et en altitude, on fatigue. Et on a vu que Aldo a fatigué plus que Merab. Et que Merab était compétent dans la fatigue. Le meilleur exemple de quelqu'un qui force dans la fatigue, c'est Grégor Gillespie face à CDF. Si vous n'avez pas vu ce combat, allez le voir, c'est un truc de dingue à quel point Grégor fatigue beaucoup plus vite que Carlos. Mais comme il a cette mentalité de chien, il va
jusqu'à fatiguer ses DF. Et comme il est plus habitué à performer dans la fatigue, il prend le dessus à partir d'un moment. Et Merab, c'est typiquement le genre de profil qui est capable de faire ça, qui est pas capable de mettre une intensité de combat telle qu'ils vont tous les deux fatiguer, mais que lui, il va mieux performer dans la fatigue et qui va probablement prendre les derniers rounds. Ce qui est compliqué en fait dans ce combat, justement, parce que si Petr Yan commence lentement et qui fait face à un Merab qui performe mieux que lui dans la fatigue, il risque de même prendre un 50-45. C'est pas impossible. La lutte en chaîne, l'activité au sol, c'est un truc de dingue aussi chez Merab. C'est quelqu'un qui submerge son adversaire en lutte. Il va lutter en chaîne, mais il va aussi lutter, rater, lutter, rater, lutter, rater. Un peu. Quand on voit les stats justement, 2 takedowns réussis sur 22 pour Aljamain Sterling, ça veut dire que le mec n'a pas lâché et qu'il a réussi à gagner avec cette mentalité. Merab, c'est évidemment le partenaire d'entraînement de Petr Yan, donc on s'attend à ce qu'il puisse faire pareil. L'activité au sol, c'est un truc de fou. Donc Merab Dvalishvili, c'est pas quelqu'un qui prend une position et qui met une pression pour passer la position et avancer, passer la garde, ce genre de choses. C'est quelqu'un qui va prendre position au sol, il va frapper, 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 fort, pas fort, peu importe, il va frapper, ça va déranger, déranger, déranger. Et puisque l'adversaire va penser haut du corps, genre je dois protéger ma tête, protéger mon corps, notamment contre Moraes, il attaque beaucoup le corps, le corps, le corps, puis une fois la tête. Et puis de temps en temps, ça laisse une ouverture et c'est là où il va passer de position. Mais sa stratégie au sol, c'est l'activité. L'activité avec du ground and pound. D'ailleurs, on le voit dès que son adversaire essaie de le conserver contre lui, il va venir mettre une pression avec sa main, créer de la distance et puis venir frapper directement derrière. Ses faiblesses, évidemment, c'est son pied-point. Il n'est pas très varié, il n'est pas extrêmement dangereux. Mais est-ce vraiment une faiblesse? Parce que ce n'est pas son objectif de rester debout. Ce qu'il veut faire, c'est envoyer un peu de volume debout pour cacher sa lutte, tout simplement. Maintenant, face à Aldo, par exemple, 0 takedown réussi sur 16, et malgré tout, il gagne. Parce que, comme je dis, c'est un chien. Il met tellement de volume, tellement de pression qu'il a réussi à gagner debout face à José Aldo. Parce qu'il l'a fatigué, parce qu'il a grind à la cage, parce que ses tentatives de takedown, ça lui a ouvert des portes sur quelques frappes au clinch. Donc ça, c'est très intéressant. Et finalement, sa responsabilité défensive debout, selon moi, repose sur sa lutte. Étant donné que ses adversaires ont peur de sa lutte, c'est ce qui lui permet d'être performant défensivement debout. Mais quand ses adversaires décident de se dire « Ok, j'ai pas peur de sa lutte » ou « Je lui rentre dedans, peu importe si je me fais amener au sol », ben c'est là où il trouve des ouvertures et des belles ouvertures, notamment Moraes sur un très très beau crochet avant. Donc ça, je crois pas qu'il travaille beaucoup sur une responsabilité debout, juste en pied-point, en bloquant, mouvement de tête, ce genre de choses. Même si au final, quand on observe son style, c'est intéressant parce qu'il a des mouvements de tête proactifs. Donc réactivement, il a pas un bon timing. C'est pas quelqu'un qui va faire des superbes esquives ou qui va bien chasser ou qui va bien bloquer sur un bon timing. C'est juste quelqu'un qui proactivement bouge ses cibles de sorte à ce qu'il soit difficile à toucher et à lire. Et dès qu'il y a quelqu'un qui l'attaque, il va essayer de coller la distance. Et puis là, on rentre en fait dans son jeu. Alors, on va voir. Ici, ce qu'on va faire, c'est pas analyser des vidéos, les screenshots pour démontrer les styles de part et d'autre, parce que là, je viens de très bien les expliquer, j'ai pris mon temps de dingue. Ici, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser ces images pour parler de certains principes en MMA ou simplement de séquences pour que les fans voient des choses qu'ils ne voient pas en regardant de manière casuelle et pour que les combattants et les coachs qui regardent mes vidéos puissent aussi s'inspirer sur des techniques ou sur des logiques de combat. Alors, d'abord, sur les amener au sol de Merab, donc ici on a Stamad qui attaque, il sort bien la tête sur l'extérieur, il shoot dans les jambes, on vient chercher le double crochetage derrière, on est bien sur un double leg takedown. Et là, ce que Merab va faire, c'est qu'il va avancer les pieds, et ça c'est très intéressant, ça j'aime beaucoup, c'est ce mouvement-ci. Donc ici on voit qu'il est perpendiculaire au sol. Tout son torse est parallèle au sol et lui-même, il y a de la perspective. Hein. Donc lui-même, il y a vraiment ses jambes qui sont tendues et puis il y a un genre d'angle droit à partir de ses hanches jusqu'à sa tête. Donc il est vraiment dans une mauvaise posture. S'il veut soulever Staman, là, il doit utiliser le bas de son dos. Et tout le monde sait, le bas du dos, on n'a pas tant de puissance que ça fatigue fort, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va ramener ses hanches en dessous de lui. Vous voyez ce mouvement? Boum. Et là, on est en position de squat. Donc là, il peut gainer sur le dos, gainer sur les bras, et c'est ses jambes qui vont lui permettre de soulever et exploser pour obtenir son takedown. À la fin, il change beaucoup. Et alors là, ce qui est très intéressant, on va faire fort attention à ça, c'est la position de tête de Dvalishvili qui est au-dessus des hanches
de Staman. Ça va être intéressant quand on va analyser Piotr Jan. Donc retenez juste ça, quand il shoot, sa tête est au-dessus, elle est plus haute que le niveau des hanches de Staman. On voit sa tête dépasser ici. Donc il obtient son takedown, et une fois qu'on est au sol, pareil, regardez la hauteur de la tête de Dvalishvili, c'est largement au-dessus des hanches. On a vraiment beaucoup, on a plusieurs centimètres ici. Alors, une fois que c'est au sol, très intéressant, on a Staman qui vient jouer sur la distance, il vient poser sa main sur le visage de Dvalishvili, justement pour descendre son visage à hauteur de ses hanches. Si tu arrives à descendre le visage en dessous de tes hanches, tu es quasi libre. C'est quasi fini, tu peux presque te relever. Et ici, il y a un stratagème super intéressant, je pense que j'ai jamais vu ça en MMA. Dvalishvili vient prendre la nuque de Staman, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va pousser avec son épaule le bras de Staman tout en abaissant sa tête. Et ça va lui permettre de libérer sa tête. Hop, donc ici on va vraiment bien voir le mouvement. Voilà, c'est ici. Donc là, il a bien abaissé sa tête, elle est quasi au sol. Son épaule met une pression sur l'avant-bras de Staman et poup! Vous voyez la main de Staman? Bon, c'est juste derrière le logo UFC, mais sa tête est libre. Donc maintenant, il peut relever sa tête. Donc ici, on voit qu'il a relevé sa tête. Il va passer son bras devant le visage de Staman pour aller déposer les épaules au sol. Très simple. Et ici, petite note, il y a son bras qui vient prendre les deux jambes de Staman. Pourquoi? Parce que du coup, Staman, il ne s'est pas déposé ses deux pieds au sol, ce qui lui permettrait notamment de ponter pour faire une crevette et sortir ses hanches. Par contre, Staman, très intelligent, il a le crochetage de jambes ici, qui va lever le plus haut possible. Il a son underhook de l'autre côté, ce qui va lui permettre de lever le bras de Dvalishvili, son bras qui contrôlait les hanches. Ici, on voit contrôle de hanche, et d'ailleurs petit crochetage de la jambe. Là, on voit ses doigts dépasser, ce qui en fait permet d'empêcher Staman de faire une crevette et sortir les hanches pour créer de la distance. Étant donné que Staman utilise son underhook comme levier, Dvalishvili n'a plus le contrôle des hanches et Staman va pouvoir sortir les hanches ici. Hop, crevette, recomposer face à Dvalishvili et ça va lui permettre de se relever. Donc ça c'est intéressant parce que Dvalishvili c'est quelqu'un qui a besoin de contrôle. C'est pas un scramble based fighter comme on dit, donc c'est pas quelqu'un qui performe si bien dans les scrambles. Donc dans scramble c'est vraiment quand il n'y a pas une position neutre, une position prise. Par contre dès qu'il amène au sol et qu'il arrive à prendre du contrôle, c'est là où il est très fort. Mais il ne va pas dépenser trop d'énergie dans les scrambles parce qu'il a tellement confiance en sa lutte qu'il se dit si on se relève, je vais re-shooter encore et encore. Et c'est mon adversaire qui va soit plus fatigué que moi, soit on va tous les deux fatiguer, mais moi je serai plus performant que lui dans la fatigue. Alors ici on va voir les réactions de Piotr Jan en takedown defense. Donc ici on a Ishihara, c'est le premier combat de Piotr Jan à l'UFC, qui shoot dans les hanches. Il shoot très bas, sa tête est en dessous des hanches, mais après il va se relever. Hop, ici sa tête commence à partir vers le haut, plus haut que les hanches de Piotr Jan. On commence à obtenir le takedown. Et en fait, ce que Piotr Jan fait, c'est... J'ai envie de comparer la takedown defense de Piotr Jan à celle de Aldo. Il a une souplesse dans les hanches, c'est incroyable. Une dextérité des hanches qui est incroyable. Donc c'est très difficile d'aller le contrôler. Et en fait, quand il se fait amener au sol, son objectif, c'est vraiment de pousser ses hanches le plus bas possible, de sorte à ce que justement, ici on voit la tête est vraiment sur la hauteur des hanches de Piotr Jan. Il y a plein d'exemples. Les seules fois en fait où Piotr Jan se fait amener au sol, c'est justement quand la personne a le double leg en dessous des hanches et que la tête est au-dessus. Donc ici, gros réflexe de Piotr Jan qui va sortir les hanches. Vous voyez, ça crée de la distance. Du coup, la tête de Ishihara est à hauteur, voire même en dessous de ses hanches. Ishihara qui continue quand même à essayer d'obtenir le takedown, ce qui force Piotr Jan à s'asseoir. Mais encore une fois, il s'assoit, hop, il vient pousser avec son bras, comme Staman contre Dvalishvili. Vous voyez, ici, il pousse, il tend son bras, ce qui fait que la tête, de nouveau, de Ishihara à hauteur des hanches. Et maintenant, il va libérer sa jambe au sud. Sa jambe qui est vers le sol, il va la libérer et il va l'envoyer derrière lui. Donc ici, il va y avoir un changement de caméra. Hop, voilà, on voit sa jambe ici qui commence déjà à partir. Il prend appui sur son bras pour pouvoir justement garder de la stabilité et retirer sa jambe. En plusieurs étapes. Ouais. Maintenant qu'il a retiré sa jambe, il reprend appui beaucoup plus loin. Et là, il va de nouveau créer de la distance, pousser de nouveau sa main sur la tête de Ishihara. Tux, il tend son bras, ça crée de la distance, et puis il libère sa jambe ici. Et on n'est plus du tout en situation de lutte.
très très bien joué de la part de Piotr Jan. Alors un des défauts, je dirais, de Piotr Jan, je ne sais pas vraiment dire si c'est un défaut, mais il aime bien aussi, quand on l'amène au sol, chercher la position de tortue. Ce qui fait qu'il offre de temps en temps son dos à son adversaire. Même contre Sean O'Malley, on a vu un Sean O'Malley shooter dans les jambes et directement partir vers le dos. Par contre, c'est très difficile de conserver le dos de Petr Yan. Par contre, face à Sterling, c'est ça qui lui fait perdre le troisième round. Il a ce réflexe de tourner le dos. Sterling est excellent pour prendre le dos. Et puis finalement, il prend une position de contrôle et il menace même avec des étranglements arrière. Maintenant, la force de Petr Yan dans ce combat, c'est qu'il y a des chouettes stratagèmes pour défendre les étranglements arrière contre Dvalishvili. On va voir ça juste après. Ici, ce que je voulais montrer, c'est la stratégie de base de Dvalishvili pour ses amener au sol. Donc soit c'est réactif, mais quand c'est proactif, il va envoyer son bras arrière. Ici, ça touche. Il envoie son bras arrière et puis directement il part dans les jambes. Malheureusement, la caméra n'est pas terrible, mais c'est ce qu'on appelle le money shoot aussi. C'est quelque chose que Chad Mendes utilisait beaucoup. Et ce que je voulais montrer, c'est au sol, c'est l'activité. Il est au sol, il va même pas contrôler les hanches. Tout ce qu'il veut faire, c'est frapper. Bras droit qui vient frapper le visage de... Hop, j'ai un peu trop vite. De Moraes. Puis le bras gauche, boum. Et puis le bras droit, plein de fois au corps. Là, je crois qu'il y a eu 120 frappes de Merab Dvalishvili sur Moraes dans le deuxième round sans que Moraes ne réponde. Si le deuxième round va jusqu'au bout, pour moi, c'est un des rares 10-7 à l'UFC. Vraiment, ça méritait un 17. Ok, donc grosse activité. Du côté de Piotr Yan, son réflexe quand il se fait amener au sol et que son adversaire conserve le sol, c'est d'être actif à partir du dessous. Donc ici, il envoie son direct. On a Son qui va directement vers son dos. On l'a vu il n'y a pas longtemps, Gane contre Jones. Hop, et ici on a le takedown, regardez. Les deux mains sont en dessous des fesses de Piotr Yan. La tête est au-dessus des hanches. Et du coup, on obtient le takedown. Très très beau takedown de Son sur Piotr Yan. Et alors ici, ce qui est intéressant, c'est son bras et sa main. Les deux mains de Son qui prennent en contrôle des hanches de Piotr Yan. Contrôler les hanches, c'est grosso modo empêcher les scrambles et donc toute la stratégie défensive de Piotr Yan. Par contre, ici, c'est Piotr Yan qui va largement gagner l'échange. Il vient garder la nuque de Son qui essaye de créer de la distance pour frapper, mais c'est Piotr Yan qui vient frapper avec son coup de coude. Ensuite, un coup de coude de haut en bas. Et encore un coup de coude ici. C'est vraiment très, très, très difficile de non seulement amener Piotr Yan au sol, de l'y conserver et en plus de ça de dominer Piotr Yan au sol parce que si tu es dans sa garde, il va t'envoyer des frappes et des frappes vicieuses, notamment des coups de coude. Alors, je me suis un peu gouré, je pensais que la séquence vidéo qui venait ici arrivait avant, mais si Dvalishvili prend le dos de Piotr Yan, la défense à faire, c'est celle-ci. Incroyable. Tac, 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 tac. Ça fonctionne, il va lâcher d'office. Ça va le faire rire et il va lâcher. Quand tu fais rigoler Merab, il a plus envie de t'étrangler. Ok. Trêve de plaisanterie, comme on dit. On attaque sur un côté similaire à Piotr Yan et Dvalishvili. Debout, je l'avais dit, Piotr Yan est souvent plus petit que ses adversaires. Et même quand il n'est pas spécialement plus petit, ici contre Rivera, il utilise beaucoup de shift et il est super efficace avec. Donc, ici, on va faire attention à son pied avant. Il est en droitier. Il va casser la distance déjà sur son jab. Il envoie son jab en avançant le pied pour casser la distance. Ensuite, il va charger son direct. Donc, en fait, là, ce qu'il est en train de faire, c'est simplement envoyer un jab cross. Et il va se laisser emporter dans son jab cross. Ce qui s'est passé, c'est que dans ce combat, il a vu un Jimmy Rivera qui désengageait beaucoup. Et donc, face à quelqu'un qui désengage, si tu shifts vers lui, tu vas plus vite. Parce que toi, tu fais passer ton pied arrière vers le pied vers l'avant, ce qui te fait couvrir la distance qu'il y a entre tes deux pieds de base. Alors que si tu recules, en général, c'est par la moitié de la distance entre tes deux pieds. Donc ça lui permet de couvrir plus de distance plus rapidement que le désengagement de Jimmy Rivera. Donc ici, ce qu'on va voir, c'est un pied qui va se déplacer. Mais non seulement il va se déplacer, il va bien se déplacer. Parce qu'il sait que là, ils sont droitier contre droitier, garde fermée. Quand il va shifter en gaucher, ils vont se retrouver en garde ouverte. Et puisqu'après, il va envoyer son bras gauche, donc son bras qui est devenu arrière, il a besoin d'avoir le bon angle.
Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un long step, vous voyez, hop, sur l'extérieur. Qu'est-ce que ça fait? Ça aligne son épaule arrière avec sa cible et ça va lui permettre de trouver sa cible justement sur sa grosse frappe ici. Boum. Et c'est le début de la fin. Magnifique. Il a fait exactement la même contre Uriah Faber. Le jab qui touche, il envoie son direct. Une fois que son direct, donc là il est encore en droitier. Une fois que son direct est passé, hop, il passe en gaucher. Et une fois qu'il est en gaucher, il renvoie son nouveau direct qui est du coup le direct de la main gauche. Donc c'est gauche, droite, gauche. Ça fait un peu jab, cross, jab. Sauf que comme il passe de droitier à gaucher entre son cross et son deuxième jab, ça fait cross, cross. Ça fait jab, cross, shift, cross. Et c'est de nouveau le début de la fin. Merab utilise la même chose, c'est assez marrant. Il utilise exactement la même chose. Donc là, il couvre la distance. Regardez la distance qu'il arrive à couvrir. Hop, son pied arrière qui avance, son pied avant qui avance pour envoyer le jab. Vous avez vu toute la distance qu'il a couvert? C'est énorme. Son jab, il l'envoie. Ensuite, il envoie son direct. Sauf que lui, son objectif, c'est pas le pied-point. Donc là, son direct est envoyé. Il va shifter en gaucher. On est vraiment dans une position similaire, peut-être pas aussi propre techniquement que celle de Petr Yan. Il l'envoie. Hop, et puis il va de nouveau changer de direction, donc il va refaire un step pour venir casser la distance et chercher les hanches de José Aldo. C'est absolument intéressant de voir qu'ils ont tous les deux ce même stratagème pour casser la distance, sauf que Petr Yan, c'est vraiment avec un objectif pied-point, c'est pour venir frapper avec une frappe percutante, impactante. Du côté de Merab, c'est face à quelqu'un qui désengage pour mettre la pression, pour le cadrer, pour le bloquer et pour venir chercher son entrée en lutte. On va passer maintenant au game plan. Alors rapidement, les game plans du côté de Merab Dvalishvili, je pense que c'est pas très compliqué. C'est quelqu'un qui ne vient pas vraiment avec une stratégie parce qu'il n'a pas un jeu extrêmement complet. C'est pas quelqu'un qui peut se dire ok, face à lui je vais aller gagner en pied-point, face à lui je vais gagner avec mon grappling, face à lui je vais gagner avec ma lutte à la cage. Non, c'est quelqu'un qui veut imposer son jeu, qui veut imposer son rythme, qui veut imposer son timing, qui veut imposer son intensité, qui veut fatiguer son adversaire le plus tôt dans le combat pour s'installer de mieux en mieux au fil que le combat avance. Donc Merab commençait fort. On a vu dans les défauts de Petr Yan récemment, c'est qu'il laisse un peu les premiers rounds lui passer entre les mains pour faire de l'observation et trouver ses ouvertures par la suite. Ici, il doit commencer fort. Pourquoi? Parce que non seulement en commençant fort, il ne va pas laisser Petr Yan s'installer, en plus de ça, il va prendre les premiers rounds. S'il prend les deux premiers, il lui suffit de prendre un des 3 derniers rounds pour l'emporter. Et quand je dis un des 3 derniers rounds, je vais simplifier. Il ne doit même pas prendre le round, il doit prendre plus de la moitié du round. Alors je sais, hein, j'ai fait des vidéos sur le scoring, etc. Mais si on a un combat compétitif et que tu gagnes 2 minutes 31 et que l'autre il gagne 2 minutes 29 et que ta domination est exactement égale à celle de ton adversaire, 2 minutes 31 te suffit à gagner un round. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Donc, commencez fort pour que Petr Yan court après le résultat, court après le scoring s'il n'arrive pas à le finaliser. Et en plus de ça, encore plus important, c'est assurer le début des rounds. Si tu gagnes la première minute, Petr Yan doit ouvrir son jeu. Plus il va ouvrir son jeu, plus il va exposer ses hanches, plus il expose ses hanches, plus il y a des opportunités de l'amener au sol, ou même pas de l'amener au sol, de venir shooter, bloquer à la cage, marquer des points à la cage avec un peu d'activité de frappe. Donc, pour moi, Merab, il n'a pas finalisé beaucoup de ses adversaires. Il a finalisé Moraes. À part Moraes, c'est beaucoup de victoires à la décision. Finaliser Petr Yan, il faut se lever tôt. Donc je pense que Merab, sa stratégie, ça doit être gagner à la décision. Je vois pas... C'est du MMA, il peut le finaliser, mais je ne mettrai pas l'accent dessus. Pour moi, il doit venir chercher une décision, donc prendre minimum 3 rounds. Donc prendre minimum 3 fois 2 minutes 31 d'un round. Je simplifie évidemment, mais c'est assez clair. Du côté de Petr Yan, c'est l'inverse en fait. Il ne peut pas retomber dans ses travers. Il doit scorer fort dès le début. Il doit rentrer dans ce combat dès le début. Il ne peut pas laisser Merab imposer son intensité et son game plan dès le début. Donc, il doit scorer fort debout. Ça, c'est important parce que face à Merab, tu sais que Merab, face à quelqu'un qui a un si bon pied-point que toi, il va tenter de les amener au sol minimum 5 par round. Il va
il va essayer de te lutter minimum 5 fois par round. Il va y avoir au moins 25 tentatives d'amener au sol sur Petr Yan dans le combat. Il y a des fois où il va rater son amener au sol, mais il va te contrôler à la cage, il va te bloquer à la cage. Il y a des fois, peut-être, où il va réussir à t'amener au sol et gagner 1 minute 30 au sol. Il y a des fois où tu vas savoir directement désengager et sortir. Mais ce qui veut dire que le temps debout à distance, là où la différence de niveau est la plus élevée entre Petr Yan et Merab à l'avantage de Petr Yan, c'est vraiment debout à distance. C'est là où il doit marquer les esprits. S'il y a 1 minute sur un round, cette minute-là, elle doit être impactante pour Petr Yan. Il doit y avoir du volume, il doit y avoir des frappes impactantes, parce que si après il se fait amener au sol pendant 4 minutes, eh ben, il doit savoir faire en sorte que les juges se disent, ok, ces 4 minutes, c'est que du contrôle, il n'y a pas beaucoup de dégâts, il n'y a pas beaucoup de passage de garde, il n'y a pas beaucoup de fatigue, donc je vais plutôt scorer sur la différence qu'il y a eu en pied-point. Au sol, il doit être actif. Il doit être actif, il doit frapper, il doit envoyer ses coups de coude qu'il envoie à partir du dessous. Il doit marquer des points, il doit faire comprendre au juge que c'est pas parce qu'il est en dessous, parce qu'il sait noter dans les scorings des juges. Celui qui est au-dessus, celui qui est en dessous, on s'en fout dans le scoring. Dans le premier critère. Dans le troisième critère, évidemment, ça a son importance. Celui qui est au-dessus, en dessous, ça n'a pas d'importance dans l'efficience du grappling. C'est ce qu'on fait à partir de la position. Donc si Petr Yan se retrouve en dessous, mais qu'il arrive à frapper et à avoir des coudes qui sont peut-être plus impactants que les coups au corps de Merab, encore une fois, c'est là où il va gagner des points aux yeux des juges. Et pour peu qu'il ait dominé les échanges debout et qu'au sol, les juges se disent « Ah ben finalement, même s'il était en dessous, je mettrai égalité », c'est là qu'il va l'emporter. Donc frapper, scramble, encore une fois. Dès que tu laisses le contrôle à Merab, c'est là où il impose son jeu. Donc c'est l'amener au sol, scramble, merde, il me contrôle, je frappe, ça crée une ouverture pour le scramble. Merab est en train de me frapper, ça veut dire qu'il n'a pas un contrôle avec les deux mains. La main qui frappe, il y a une ouverture de ce côté-là, je cherche à créer la crevette, à créer de la distance, à me relever. Et finalement, très important, il va y avoir du clinch. Merab, quand il casse la distance, si Petr Yan arrive à désengager, tant mieux pour lui. Si ça reste au clinch, il a un très bon clinch, il doit le punir. Pourquoi? Parce que s'il punit le clinch, Merab dans sa tête, c'est ok, je ne peux plus chercher d'amener au sol qui m'amène au clinch. C'est soit une tentative d'amener au sol et je désengage moi, soit je dois absolument réussir mon amener au sol. Mais ça enlève une option parmi les trois des amener au sol parce que Merab a ses trois objectifs. C'est soit je tente l'amener au sol, ça réussit pas, mais ça fatigue mon adversaire et ça lui fait penser à ma lutte, donc je vais pouvoir une fois feinter, envoyer un overhand. Il l'avait fait contre José Aldo, ça avait bien fonctionné. Soit il se dit, bah, je vais pour lutter, il défend bien, mais j'arrive au clinch et puis là je force le clinch, je fatigue ses bras et je fatigue son cardio. Soit j'amène au sol. Mais si on lui enlève l'option de bah, j'ai plus envie de tenter de l'amener au sol parce que si je me retrouve au clinch, il commence à vachement me punir avec des gros coups de genoux, avec des coups de vicieux. Bah, il risque de devenir plus hésitant sur ses amenés au sol. On risque d'avoir plus de temps en pied-point et c'est là où Petr Yan peut briller. Ok les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo. C'était Chris Genacht. N'oubliez pas, minimalisme, la plus chouette marque de vêtements lifestyle MMA. C'est éco-responsable et livraisons sont carbone neutre. Le lien est en description. À très bientôt.